Je m'appelle Julien, je suis ancien technicien en radioprotection. Depuis l'explosion, je me cache dans une cave d'immeuble à moitié effondrée. L'air est lourd, saturé d'une menace invisible. Mon compteur Geiger ne cesse de crépiter, chaque variation me rappelant que la mort se cache dans ce que je respire, ce que je touche. Ma femme, Claire, dort à côté sur un matelas improvisé, serrant contre elle notre fils de 9 ans, Ethan. Ils sont tout pour moi. Et pourtant, je sens que je les perds petit à petit à cause de cette situation. La cave est sombre, oppressante. Les murs suintent d'humidité et l'odeur de moisissure m'envahit les narines. Parfois, un bruit sourd vient du dessus, probablement des débris qui continuent de s'écrouler. Chaque nuit semble interminable. Le compteur Geiger est devenu une extension de moi-même. Je le consulte compulsivement, espérant une accalmie qui ne vient jamais. Je les observe dans la pénombre. Les cernes sous les yeux de Claire racontent des nuits sans sommeil. Ethan, lui, s'accroche à un vieux jouet cassé, une petite voiture, comme si c'était tout ce qui lui restait d'enfance. Moi, je reste debout, incapable de fermer l'œil. Mon rôle est de les protéger, mais je sens que le temps joue contre nous. Tout a commencé avec une explosion, un flash aveuglant, suivi d'une onde de choc qui a balayé la ville. Les sirènes ont hurlé, mais trop tard. Je me souviens encore des cris, des gens courant dans tous les sens. J'avais pris une décision ce jour-là. Rester. À l'époque, je pensais que mon expertise en radioprotection serait suffisante pour nous sauver. Je croyais sincèrement pouvoir nous protéger. Avant l'explosion, la ville était animée. Les rues bourdonnaient de vie. Les marchés étaient en plein. Les rires des enfants éclataient dans les parcs. Mais tout cela a disparu en une fraction de seconde. Ce souvenir contraste violemment avec le silence morbide qui règne maintenant. Claire n'était pas d'accord. Avant la catastrophe, on avait eu une dispute. Elle me reprochait mon optimisme aveugle concernant la sécurité des centrales. Elle avait raison, mais c'est une vérité que je n'ai pas encore le courage de lui avouer. Pas maintenant. Claire est une femme forte. Même dans cette situation, elle essaie de maintenir une routine pour Ethan. Chaque matin, elle lui raconte des histoires, des contes qu'elle invente pour distraire son esprit. Mais je vois la fatigue dans ses gestes, les tremblements dans ses mains quand elle pense que je ne regarde pas. Ethan, lui, est un gamin courageux. Il pose peu de questions, comme s'il comprenait qu'il vaut mieux garder le silence. Parfois, il me regarde avec des yeux qui me transperçant. J'y vois de l'admiration, mais aussi des reproches. Pourquoi sommes-nous encore ici? Pourquoi je ne les ai pas emmenés ailleurs? Ce silence est pire que des mots. Les provisions s'épuisent. L'eau, surtout. Je sais que sans filtration correcte, chaque goutte peut être un poison. Mon compteur Geiger est formel. Même les réserves que nous avons sont contaminées. Sortir chercher de l'eau ou de la nourriture est un risque immense, mais rester ici, c'est signer notre arrêt de mort. Le dilemme me ronge. Chaque jour, je tente de rationner ce qui reste. Quelques miettes de pain, une gorgée d'eau, le regard affamé d'Ethan me hante. La décision de sortir devient inévitable, mais elle me terrifie. Nous sommes sur un fil, prêts à tomber dans l'abîme. La peur me paralyse. J'ai peur de ce que je vais trouver dehors, peur de ne pas revenir. Mais quand je vois Ethan se réveiller en pleurant de faim, quand je vois Claire qui devient de plus en plus maigre, je sais que je n'ai pas le choix. J'ai promis de les protéger et cette promesse me tient debout. Je passe des heures à planifier mentalement. Chaque sortie est un jeu de stratégie où chaque erreur peut être fatale. Je sais que je dois aller vite, être précis, mais chaque détail m'obsède, et si je ne revenais pas, cette pensée s'accroche à moi comme un poison lent. Claire m'a supplié de ne pas partir seule. « On peut y aller ensemble », m'a-t-elle dit, sa voix tremblante. Mais je refuse. Elle ne comprend pas. Si quelque chose m'arrive, au moins elle sera là pour Ethan. C'est un pari cruel, mais c'est le seul que je suis prêt à faire. Avant de partir, elle murmure « Reviens vite ». Oh. Ethan de son côté reste silencieux, mais son regard en dit long. Il comprend que je pars pour nous sauver, mais je devine aussi sa peur de me perdre. Ça me déchire, mais je ne le montre pas. En traversant les ruines, je repense à mon père. Ancien militaire, il m'avait toujours appris à rester calme en situation de crise. Quand tout s'effondre, c'est là que tu dois être le plus fort, disait-il. C'est lui qui m'avait appris à fabriquer un filtre d'eau de fortune, une leçon que je n'aurais jamais cru devoir utiliser un jour. Avant l'aube, j'enfile ma combinaison bricolée. Elle n'est pas parfaite, mais c'est mieux que rien. J'emporte mon compteur Geiger, un masque et un couteau de cuisine glissé à ma ceinture. Je suis prêt. Du moins, c'est ce que je veux croire. Mon itinéraire est clair. Un supermarché partiellement écroulé à quelques kilomètres. J'ai un sac à dos vide pour ramener tout ce que je peux trouver. Avant de partir, Claire me regarde avec une intensité qui me bouleverse. Ses yeux disent tout.
ne nous abandonne pas. Dès que je sors, je tombe sur un groupe armé. Ils fouillent un garage en ruine, parlant fort d'un camp où les gens s'entretuent pour des ressources. Je reste caché, le cœur battant à tout rompre. Ces hommes ne sont pas des alliés, c'est clair. Un chien errant surgit de nulle part. Affamé, probablement contaminé, il m'attaque. Je me bats pour ma vie, réussissant à le repousser avec mon couteau, mais je suis blessé au bras. Le sang coule, et je sais que je dois être prudent. Une infection pourrait être fatale. Dans le supermarché écroulé, je tombe sur des papiers gouvernementaux. Ils parlent d'un projet Cendre, un plan expérimental qui aurait provoqué l'explosion. Ce n'était pas un accident. Une rage froide monte en moi. Pourquoi sacrifier des innocents? Je sens mon monde s'écrouler. La catastrophe était volontaire. Si le gouvernement a fait ça, qui nous empêche de croire qu'il pourrait recommencer? Je serre les papiers contre moi. Ces secrets pourraient nous coûter la vie. Je décide de ne plus chercher un camp de réfugiés officiel. Je ne peux pas faire confiance à un système qui a déjà trahi tant de vies. Mon esprit se tourne vers un souvenir. Une cabane forestière où mon père m'emmenait enfant. Ce sera notre but. De retour à l'abri, je raconte tout à Claire. Elle est choquée, mais déterminée. Nous discutons longuement. Elle veut chercher d'autres survivants, mais je lui explique les dangers. Ethan, réveillé, se jette dans mes bras, heureux de me revoir. Ce moment me donne la force de continuer. Cette nuit-là, je fais un cauchemar. Je revois l'accident industriel qui a coûté la vie à ma mère. En me réveillant, Claire est là, sa main posée sur la mienne. Je lui raconte tout pour la première fois. Cette douleur partagée nous rapproche. Un éboulement partiel de l'immeuble nous force à fuir. Avec peu de provisions, nous prenons la route. Les papiers se trouvaient me guident. Un tunnel souterrain semble mener hors de la ville. Dans le tunnel, des créatures mutées par les radiations nous attaquent. Je me base avec un tuyau métallique tandis que Claire protège Ethan. Les cris résonnent, mais nous réussissons à fuir à l'autre extrémité. C'est une victoire amère. Nous émergeons hors de la ville, tremblants et blessés, mais vivants. Les radiations sont moins fortes ici. Claire s'effondre de fatigue et Ethan pleure doucement. Je les rassure, même si moi aussi j'ai peur. Je réalise que je ne suis plus le même homme. J'ai appris à faire face à mes peurs, à prendre des décisions difficiles. Claire me prend la main, confiante que nous pourrons reconstruire quelque chose, ensemble. Nous décidons de chercher la cabane forestière. Je brûle les documents gouvernementaux pour ne pas laisser de traces. Ethan me demande si nous rencontrerons d'autres gens. Je lui promets que nous trouverons des alliés. Sur la route, nous trouvons un vieux pick-up en panne. Avec quelques outils, je parviens à le réparer. Ce petit succès redonne espoir à tout le monde. Claire esquisse un sourire et Ethan veut m'aider à nettoyer le véhicule. Au loin, une fumée s'élève. Peut-être d'autres survivants. Je pèse le risque de les rejoindre, repensant à ce que j'ai appris dans les documents. Mais pour l'instant, notre priorité est de rester ensemble. L'aube se lève. Je regarde une dernière fois la silhouette dévastée de la ville. Je prends la main d'Ethan et Claire nous rejoint. Ensemble, nous montons dans le pick-up. On survivra, ensemble, et on ne laissera plus jamais ce monde nous briser.